Fait que la personne qui pleure, non, elle n'est pas faible, elle est plus forte, en fait. C'est elle qui s'adapte, c'est elle qui se retrouve sur les manches, c'est elle qui se relève, puis qui continue à avancer, puis qui évolue à chaque fois. Sarah, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau ce que tu dis. Oh mon Dieu! Je bois de tes paroles. Oh, c'est tellement beau. J'espère que vous allez écouter. Mettez ça sur repeat, OK? Ce petit bout-là, là, de... juste ça. Ça va être ça, coche. Oh. Mais tellement, puis t'as passé pendant 2 secondes d'écart, puis je vais revenir sur ça. Le parent, là, quand vous êtes donc bien fru après votre ex, après, il y a un deuil qui n'est pas fait. Allô à toi qui m'écoutes. Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé, ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde! Hey, je suis vraiment excitée. À chaque fois que je reçois de toute façon une invitée, je suis toujours très excitée, toujours très énervée. Je suis aussi toujours beaucoup dans la gratitude, dans la reconnaissance de mes invités qui acceptent de venir prendre un petit temps pour discuter avec moi d'un sujet qui me passionne, mais en même temps d'un sujet qui passionne mon invité. Fait que les deux ensemble, ça fait un épisode de Crinqué. Aujourd'hui, je reçois Sarah Hamel. Allô, Sarah? Salut, Cynthia! Vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Sarah, en fait, quand je t'ai demandé de venir sur mon podcast, quand je t'ai proposé l'invitation, te souviens-tu, en fait, comment on a amené la chose, en fait? Qu'est-ce que tu me disais? Hey, je m'en souviens C'est pas. une colle, là. Pour vrai, c'est une colle. Ben ouais, je me souviens pas pantoute. Quand tu m'as dit qu'on allait faire le podcast, je me souviens pas. En fait, bon, on va revenir un peu en arrière, puis je vais laisser, en fait, bien entendu, beaucoup de temps à Sarah pour pouvoir mieux se présenter. Mais Sarah Hamel, en fait, elle est psychoéducatrice, elle est très connue, en fait, pour ses capsules légendaires. Elle fait des petites capsules sur Instagram, en fait, qui vulgarisent du contenu psychoéducatif, du contenu. Ben, Sarah, c'est quoi tes capsules? Ben moi, mes capsules, je les appelle des capsules comico-éducatives parce que j'essaie de vulgariser des concepts par rapport à la parentalité puis au développement de l'enfant, mais avec un angle comique. J'essaie de faire passer le message de manière drôle pour que ce soit intéressant, autant visuellement que au niveau du contenu. Donc, c'est ça. La mission que je me suis donnée, là, c'est une mission de prévention, promotion des meilleures pratiques et tout ça ben, par le plaisir. Au niveau parental, c'est surtout au niveau des tout petits, hein? En fait, en ce moment, dans le fond, Ouais. mettons, tu t'adresses à qui, mettons, dans tes capsules, tu dirais? Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je m'inspire beaucoup de mon quotidien pour écrire mes capsules. Puis comme ma fille, elle a 2 ans, ben, c'est ça. Mon contenu présentement, il touche pas mal plus le 0-5 ans, mais j'ai aussi des capsules qui sont plus pour les enfants d'âge scolaire. Fait que un peu tout le monde peut s'y retrouver, là. Tu as aussi des capsules avec la grossesse ou comme toute la portion Ouais. aussi de la périnatalité. Bref, tu vas pouvoir ratisser très large, mais ce qu'on comprend, c'est que les capsules qu'on lit, on se doute en fait que tu traverses ces phases-là toi aussi. Mhm. Absolument, c'est ça. On n'est pas à l'abri, puis tu le vois bien, là, c'est pas parce qu'on est psychoède qu'on est à l'abri des défis que la parentalité peut apporter, là. Fait que, on y gotte comme tout le monde, puis on fait de notre mieux comme tout le monde. Exactement, tellement. Puis c'est tellement important, je pense, de voir sur les réseaux sociaux aussi des intervenants, puis qu'on n'est pas parfait. Tu sais, qu'on a la Mhm. connaissance, mais on a nos blessures, puis on a notre histoire. Fait que
on fait pas mieux que les autres, là, finalement. Nous autres aussi, on se trompe, nous Mhm. autres aussi, on n'est pas parfait, puis on fait au mieux avec ce qu'on a, tu sais, puis voilà. Là. Exact. Exact. Et puis, quand justement, on en avait comme un peu discuté, c'était que il y avait des gens, des fois, qui te demandaient d'avoir une capsule sur la séparation conjugale ou en tout cas de parler du sujet de la séparation et tout ça. Puis, on s'était dit, ben, hey, pourquoi tu ne viendrais pas en parler à mon podcast? Ça serait tellement le Yes, fun. ça. Oui. C'était ça. Puis si ça peut amener une. Ça va. En fait, on a discuté aussi qu'il allait probablement avoir un petit visuel qui allait venir avec ça. On allait peut-être pas dans un avenir rapproché, ça va dépendre parce qu'actuellement, Sarah, tu es dans un gros projet. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Je sais pas. C'est Je secret. sais pas si, ouais, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. On va le tenir que secret pour tout de suite. Mais j'ai des gros deadlines qui approchent. Fait qu'on a un indice ici. On a des deadlines qui approchent. Fait qu'en ce moment, c'est ça qui a été beaucoup débordé, mais il y aura peut-être, en fait, justement, une petite capsule qui va pouvoir être jointe à notre épisode de podcast. Puis en plus, Sarah, t'es ma clôture. Tu vas fermer mon podcast pour ma première saison. Alors, c'est encore plus un honneur pour moi de te recevoir parce que c'est un peu émotif en même temps pour moi parce que c'est ma première saison qui se termine. Puis on fait ça en grand. Je suis le dessert. C'est le dessert, absolument. Ben, c'est un honneur d'être ton pudding chômeur. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sarah Hamel, c'est qui Sarah Hamel? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bon, ben, c'est ça. Je suis psychoéducatrice. J'ai choisi de me spécialiser en 0,5 ans au cours surtout de la dernière année parce qu'avant, moi, j'étais en CLSC. Je travaillais dans la région de Montréal, puis j'ai touché un peu à tout là, quand j'étais en CLSC. Puis mon gros dada, c'était le 0,5. Fait que quand je suis tombée en pratique privée, ben là, j'ai choisi de me spécialiser surtout là-dessus pour me faire plaisir. Puis voilà. Donc, actuellement, dans le fond, tu es en pratique autonome complète. Est-ce que tu es encore un peu des fois au CLSC ou est-ce que tu prends d'autres contrats dans d'autres affaires ou c'est uniquement la pratique privée maintenant? Non, c'est ça. Je fais vraiment juste la pratique privée présentement. Là, j'ai, j'ai choisi d'y aller avec une formule qui me permettrait de concilier le plus facilement possible là, la vie de famille puis le travail. Puis vraiment, je trouve que la pratique privée nous permet ça. Là. Ben, en fait, la pratique privée en tant que travailleur autonome, là, Mhm. ça permet justement de, de- de moduler notre horaire en fonction de nos besoins. Puis c'est vraiment un beau cadeau, ça. Absolument, absolument. Et tu offres en fait de la consultation virtuelle, hein, n'est-ce pas? Ça peut être au bureau Oui, c'est si ça. les gens sont dans ta région, mais sinon, ça peut être en Ouais. consultation virtuelle. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. La plupart des gens, parce que mes médias sociaux, sont un petit peu partout dans la francophonie. Fait que la majeure partie de mon travail se fait en pratique virtuelle, mais je suis tout le temps bien contente quand j'ai quelqu'un de la région qui vient me voir en personne. C'est le fun d'avoir des humains en vrai. Oui, tellement. Parce qu'en fait, moi et Sarah, on a la chance d'être dans le même édifice, en fait. On est en train de se faire un édifice de psychoéducateurs, hein, de psychoéducatrices. Alors, on est tous les deux dans la région du Saguenay maintenant, en fait. Exact. Alors, aujourd'hui, on se parle, toi et moi, d'un sujet que je trouve extrêmement important à ne pas oublier, à mettre de l'emphase. C'est d'ailleurs une des choses que je fais dans les débuts d'une médiation familiale, quand je rencontre des gens qui se séparent, de parler de comment vont leurs enfants. Mais en fait, Mhm. je voulais avoir ton œil, je voulais avoir ta vision, je voulais avoir ton expertise à toi, Sarah, sur justement l'accueil émotionnel des enfants quand vient le temps d'annoncer la séparation, quand on est sur le point de se séparer ou Mhm. quand on vient de le vivre. Là. On commence à Ouais. le vivre. Fait qu'on est vraiment dans cette période charnière-là, en fait. Ouais. Moi, tu sais, c'est ça,
c'est pas mon expertise comme toi, Cynthia. Toi, tes suivis sont en séparation. Moi, ça va arriver souvent, par exemple, que ça va arriver en cours de suivi, puis que moi-même, je ne l'ai pas vu venir. Puis là, c'est une bombe là, qui vient de tomber sur la famille. Puis là, on met le plan d'intervention de côté. Là, on freeze ça, on met ça dans le congélateur le temps qu'il faut pour adresser la tempête émotionnelle que la séparation va générer, parce que c'est ça que c'est. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. C'est une grosse tempête qui va venir secouer le navire. Puis, les parents, souvent, sont bien démunis à savoir comment faire pour adresser ça. Parce que moi, ce que je constate, c'est que la plupart des parents qui vivent ça, là, ils se soucient beaucoup du bien-être des enfants. Ils se sentent donc bien mal de faire subir ça à leurs enfants. Ils se sentent coupables de ça. Puis là, ils cherchent à savoir comment faire pour les protéger. Pour éviter qu'il aille mal. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'ici, c'est comme le noyau du problème ici, là. C'est facile de tomber dans le piège de vouloir protéger l'enfant de ses émotions, mais c'est important de comprendre que si on embarque là-dedans, si on essaie de protéger l'enfant de ses émotions, ben on l'empêche d'évoluer au plan affectif. C'est nécessaire qu'il vive ses émotions. Tu sais. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à adresser, puis à comprendre que, tu sais, l'enfant qui vit la séparation de ses parents, là, on s'entend, c'est pas le fun. C'est de la merde pour tout le monde. Il n'y a personne qui est content de tout ça. Mais c'est un événement malencontreux comme un autre. Tu sais, l'enfant, il va vivre ce type d'émotions-là, là, des émotions suite à quelque chose qui n'a pas le contrôle, qui ne peut pas changer. Là. Il va en vivre plein. Il va être refusé au programme de sport-études. Il va se faire rejeter par ses amis. Il va se faire domper par son chum ou sa blonde. Il va perdre sa job. Elle va faire des fausses couches après fausses couches. Tu sais, des événements pas le fun. Notre enfant va en traverser toute sa vie. Fait que la séparation, ben, ça fait partie d'un des événements que l'enfant peut ou pas vivre à travers sa vie. Fait que c'est pas de la faute des parents. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Le couple qui n'a pas marché, là, ben, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. On s'entend que la plupart des gens, s'ils pouvaient faire en sorte que leur couple fonctionne toute la vie, ils s'arrangeraient pour que ça. C'est ça. Il y a des facteurs qui font en sorte que ça marche pas. Quand tu tombes enceinte, c'est pas dans ta tête que tu te dis comme ah oui, tu sais, Manon va se séparer, tu sais, fait que ça fait pas partie du plan. Par contre, on peut comprendre, mettons, un parent qui, lui, mettons, dans sa situation, parce que ça arrive, en fait, tu dois en avoir aussi dans ton bureau que des fois, il y en a un des deux que lui est prêt à se séparer, mais que l'autre, il n'est pas prêt à se séparer. Fait que là, ben, tu sais, la fameuse on a tout fait, puis si j'avais pu, on serait restés encore ensemble, mais que là, toi aussi, tu es en train de vivre une situation dans laquelle tu n'as pas le contrôle total non plus. On a comme un double, tu sais, comme mon enfant ne contrôle pas la situation. Il y a une partie où est-ce que moi, si je n'étais pas d'accord, si les deux parents, c'est d'un commun accord, ben ça, c'est une autre affaire, mais si je ne suis pas d'accord non plus, mais moi aussi, je vais vivre mon lot d'émotions à travers ça. Fait qu'est-ce que je le cache à mon enfant? Est-ce que c'est correct que moi aussi, j'ai des émotions? Parce que ça aussi, dans le fond, ça fait partie de j'ai envie de dire la fausse croyance que si mon enfant ne voit pas mes émotions, ben je vais le protéger aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, c'est ça. Ben oui. J'en ai parlé récemment avec un couple, justement. C'était pas pour la même raison, mais ça revient au même. Hein? Ça reste que dans la situation que tu me décris là, le parent va vivre ses émotions tout seul de son côté. Puis moi, ce que je dis toujours aux parents, c'est que les enfants, là, ils ont des petites antennes sur le dessus de la tête. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sentent des affaires qu'on n'a pas besoin de dire, puis ils vont sentir qu'il se passe quelque chose. Fait que si moi, comme parent, je suis
envahie de mes émotions, je suis préoccupée par quelque chose. Puis là, ça spinne dans ma tête. Puis je suis comme déconnectée de mon enfant parce que je suis tellement dans ma tête. Bien ça, l'enfant le sent. Il sent le bris de connexion. Puis ce bris de connexion-là est extrêmement insécurisant. Moi, l'image que j'aime utiliser de ça, c'est imagine que toi, tu es en train de vivre une tempête émotionnelle. Tu es sur ton bateau, tu es au gouvernail de ton bateau, tu les vois, les vagues arriver, tu sais ce qui se passe, tu le vois, le tsunami, puis l'orage, puis ci, puis ça. Tu vois tout ce qui est en train de se passer. L'enfant, il est dans la cale du bateau. Il ne voit pas. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il le sent. Il sent que ça brasse en tabarnouche, puis c'est super insécurisant parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Je trouve que cette Tellement. image-là, elle parle. Tu sais que c'est une fausse croyance de penser qu'on va protéger nos enfants en cachant les choses. En les laissant dans la cale. Oui, parce que moi, je pense que en tant que famille, on peut traverser n'importe quel ouragan, n'importe quel tsunami, n'importe quelle tempête émotionnelle à condition qu'on les vive dans la connexion, qu'on traverse ça ensemble. Puis on s'entend, là, c'est pas, tu sais, quand je dis aux parents de nommer les choses, tu sais, parce que en anglais, il y a l'expression qui dit l'éléphant dans la pièce, là. Tu sais, quand il y a the elephant in the room, c'est qu'il y a des non-dits, il y a quelque chose là, qui met tout le monde mal à l'aise, il y a un inconfort, c'est palpable, c'est là, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, puis pourquoi il est là, puis tout ça. Puis une fois qu'on l'adresse, the elephant in the room, une fois qu'on en parle de cet éléphant-là, là, tout d'un coup, là, ça lui permet de sacrer son camp à lui. Tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on explique, là, papa, il a trompé maman, puis c'est un tas de merde. Ben non, c'est sûr qu'on va choisir des termes qui vont. Non, on ne peut pas dire ça. Ça va être le sujet de ton prochaine saison. Les termes à utiliser puis à ne pas utiliser. Mais, tu sais, il y a comme j'avais fait dans ma capsule sur comment on aborde la guerre avec les enfants, tu sais, il y a moyen de parler de n'importe quoi avec nos enfants en autant qu'on utilise des termes qui sont à la hauteur de leur stade développemental. Puis c'est parce que ce que ça fait quand on en parle, c'est que là, on n'est plus chacun de notre bord à vivre nos émotions séparément. On est ensemble. On est en train de mettre des mots sur le ressenti de l'enfant. On le sait. Ce qui est insécurisant pour l'humain, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur. Fait que si je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je sens que mon parent est alarmé, la personne qui est responsable d'assurer ma sécurité, elle est alarmée. Et tabarouette, c'est insécurisant pas à peu près, ça, là. Fait que c'est important de mettre des mots sur cette alarme-là, de dire, écoute, c'est ça qui se passe, mon amour. C'est pas de ta faute. C'est pour ça que je suis un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus dans ma tête, un petit peu plus impatiente. Parce que là, j'y pense beaucoup à ça. T'sais. Mais voici ce qui se passe. Puis, ça se peut que ça soit très épeurant pour toi, tout ça. Ça se peut que tu aies plein de questions. Puis, viens me voir. Quand tu te sens envahi par rapport à ça. Viens me voir quand tu es préoccupé, viens me voir quand ça te stresse, viens me voir, viens m'en parler. On va traverser ça ensemble. Ah, tellement. Puis en plus, j'ai envie de faire un peu de pouce sur ce que tu dis par rapport justement à la fameuse peur, en fait, parce que la peur, les émotions en soi, ils nous enseignent un besoin en arrière. Fait que la peur est en train de nous dire, hey oh, on a besoin d'aller vérifier s'il y a un tigre qui va nous manger, là. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de mettre des défenses? Est-ce que j'ai besoin de soit foncer, fuir ou figer? Hein? Parce que c'est ça nos grandes stratégies d'adaptation à la peur. Fait que si le parent ne répond pas à cette peur-là que mon enfant est en train de vivre, bien, l'enfant, lui, il va le faire par lui-même. Il va se créer un imaginaire. Il va créer une réponse. Et là, ça se peut que ce soit plus ou moins adéquat. Ça se peut qu'il se le ramène à lui aussi, puis qu'il se dise que c'est de sa faute, puis qu'il
Fait que, il faut que je sois capable, comme adulte, de pouvoir venir dire à mon enfant, la peur, oui, mais il n'y a pas de danger. Je Ouais, c'est ça. vais être sécurisant. On va gérer ensemble, c'est OK, tu sais. Ouais. Tu ressens de la peur, tu remarques que maman, elle a l'air peut-être même d'avoir de la peur ou d'avoir de la peine ou d'avoir de la colère. Je vais venir comme nommer que oui, en effet, c'est peut-être probablement tout ça, mais que malgré tout ça, tu n'es pas responsable et que moi, je vais gérer le bateau. Mm-hmm. C'est ça, notre cerveau, il est mal fait. Il est bien fait, mais il est mal fait pour ça, tu sais. Notre cerveau, il n'est pas capable de tolérer l'incertitude. S'il y a des morceaux du puzzle qui manquent, notre cerveau va chercher à combler les morceaux du puzzle. Puis c'est pour ça que quand on regarde une œuvre abstraite, on va voir des affaires qui ne sont pas là, que l'artiste n'avait pas vraiment voulu mettre, lui, un bonhomme allumette puis une fleur. Mais nous, c'est ça qu'on voit, parce que notre cerveau, il a besoin de faire du sens avec ce qu'il ne comprend pas. Fait que le danger ici, si on ne dit pas les choses à notre enfant, c'est qu'il va combler les morceaux du puzzle avec ses propres scénarios. Puis s'il sent de l'alarme, ben ça risque d'être des scénarios plus catastrophiques que d'autres choses qui vont combler ces blank spaces-là. Fait que pour prévenir ces scénarios-là que l'enfant pourrait s'inventer ou les explications que lui pourrait trouver par rapport à l'inexplicable, parce que son cerveau va chercher à expliquer. Si nous, on lui explique pas, son cerveau va chercher à le faire. C'est naturel, son cerveau, il est programmé pour faire ça. Fait que, il faut leur mettre les bons termes, il faut leur donner les vraies raisons, puis les sécuriser par rapport à ça. Puis en même temps, je dis ça, les sécuriser, il ne faut pas tomber non plus dans le piège d'essayer d'avoir trop de réponses toutes faites, parce que des fois, là, on ne le sait pas. Exactement. On ne le sait pas ce qui s'en vient. Puis, tu sais, on a juste à penser à la mort. Si notre enfant nous demande, maman, tu vas-tu mourir un jour, puis c'est quand que tu vas mourir, puis tu vas mourir de quoi? Bien, je le sais pas. Je peux pas promettre à mon enfant que je vais jamais mourir. Je peux pas faire ça. Je peux pas lui promettre que je vais mourir dans très, très, très longtemps. Je le sais pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est, oh, ça fait peur, hein, penser à ça, mon amour. C'est vrai que ça peut être épeurant de penser à des choses comme ça. Tu as bien fait de venir m'en parler. Quand tu penses à des choses comme ça, là, viens me voir. Viens me voir, là, puis on va en parler ensemble, puis on va traverser cette émotion-là ensemble. Une émotion, guys, c'est pas dangereux en soi, c'est d'être tout seul avec une émotion qui peut amener de la détresse. Fait que quand notre enfant nous parle qu'il y a une préoccupation, la dernière chose à faire, c'est de dire « Oh, pense pas à ça, pense pas à ça, là. Pense pas à ça, ça n'arrivera pas, ou ça va s'arranger, on va trouver des solutions. » Ben non, quand tu fais ça, là, tu fais juste le renvoyer dans sa chambre, puis là, il va aller y penser quand même. Quand même que tu lui dises de ne pas penser à ça, il va y penser, puis il va y penser tout seul, puis c'est là que la détresse peut arriver. Fait qu'on veut être le safe space que notre enfant a besoin pour vivre ses émotions. On veut être son port d'attache. Pour revenir à notre analogie de bateau, là. Tellement. Puis en même temps, qu'est-ce que tu aurais à dire, en fait, Sarah, justement, aussi sur le fait que dans la mesure où est-ce que mon enfant, s'il n'y en a pas d'émotion, je fais quoi? Bien, ça, tu veux dire si on ne les perçoit pas, ces émotions? Quelle belle nuance! J'envoie un gros sourire en ce moment à Sarah. J'ai tendu un piège, elle n'a même pas tombé dedans. C'est pour ça que je l'ai invitée. Je le savais. Ben non, parce qu'effectivement, tu sais, ça va arriver qu'on va dropper une bombe à notre enfant puis qu'on va lui annoncer quelque chose de difficile ou qu'on va avoir une discussion. Vous avez viens-t'en, il faut que je te parle de quelque chose. Ça se peut. Ça se peut que ce soit difficile pour toi. Là, on prépare son petit corps. Moi, je dis toujours ça. Là, on prépare le corps de l'enfant à encaisser ce qui s'en vient. De dire, là, on va parler de quelque chose. C'est un sujet qui est très, très important qu'on parle, mais ça se peut que ce ne soit pas facile. OK? Ça se peut que ce soit quelque chose que ça soit désagréable pour toi d'entendre ça, mais c'est important qu'on en parle. Puis là, on drop la bombe, on nomme les faits, puis ça se peut que l'enfant ait besoin de temps pour processer pour traiter cette information-là. Absolument. Ça se peut que ça ne soit pas là sur le coup qu'il réagisse. Ça se peut que lui, là, il ait besoin de l'avaler, la pilule, puis d'analyser ça. Fait que ça se peut que ça soit un retardement.
que ça se... Oui. que ça se Et là, je poursuive. pose déjà une question que des fois je vais entendre. Ouais, mais combien de temps le retardement? Mais ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir d'avance. C'est Exactement. tellement différent d'un enfant à l'autre. Puis, tu sais, puis je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille jusque-là, là, mais tu sais, il y en a des enfants, par exemple, que on va avoir l'impression qu'ils n'en ont pas d'émotions, qu'ils ne réagissent pas, mais c'est parce que c'est leur défense qui sont activées, c'est leur armure. Moi, j'appelle ça l'armure. L'enfant va mettre Exactement. son armure protectrice pour ne pas Mhm. accéder à sa Mhm. vulnérabilité parce qu'il ne veut pas vivre ces émotions-là. C'est trop Mhm. douloureux de vivre ça, c'est trop confrontant. Fait qu'il préfère mettre son armure puis faire comme si de rien n'était, puis enfouir ça au plus profond. Sauf que si on voit que c'est le même chez notre enfant, là, il va falloir intervenir, puis il va falloir leur donner sur un plateau d'argent l'occasion d'en brailler une shot un moment donné. C'est Ça ça. va être nécessaire. C'est... Exactement. Puis des fois, en fait, aussi, tu sais, c'est qu'au moment de la séparation, au moment où est-ce que vous annoncez tu sais, cet événement-là, cette bombe-là, comme tu dis, ben, il y a aussi un historique avant. Fait que la manière dont j'accompagne habituellement mon enfant dans les émotions, parce que mon enfant, il est habitué à une manière qu'on fonctionne en famille sur comment je suis accueillie, comment on traite les bobos, mettons, tu sais. Fait que c'est sûr que si, de façon générale, je me fais dire comme, ben non, mais là, on ne pleure pas pour ça, là, tu sais, c'est correct, on revient-en, ou bien, hein, on va pleurer pour quelque chose qui vaut la peine, ou comment Mhm. on gère ça, tu sais? Ouais. Ben, il ne va pas changer, là, mon petit minou, là. Fait que c'est moi que je vais être en mesure de pouvoir peut-être lui proposer une autre ou un nouveau modèle, tu sais, ou une nouvelle Mhm. manière, en fait, et de pouvoir justement lui donner des occasions de pouvoir vivre et parfois, elles vont être à rebond jusqu'à très longtemps. OK? Des fois, en fait, là, surtout chez nos tout petits, parce que la capacité de réflexion n'est pas là, est difficilement là, mais l'abstrait, c'est complexe. Fait que pour eux, mettons que vous leur annoncez ça dimanche soir, que maman, papa, ils ne seront plus des amoureux, mais qu'on va physiquement se séparer, mettons, dans 3, 4 semaines. Ben, ça se Mhm. peut que tu ne vois aucune réaction jusqu'à ce que ça se Exact. Ben passe. oui. Parce que Ouais. là, pour eux, ils vont en prendre conscience. Là, ils vont le vivre Mhm. pendant tout. Mais là, il y en a qui auraient peut-être le goût de dire, mais d'abord, on est mieux d'attendre la dernière minute. Mais là, non, parce qu'on vient d'en parler tantôt. Ils C'est sentent qu'il y ça. a quelque chose qui se trame, ils sentent qu'il y a quelque chose Exact. qui se passe. Fait que ça se peut que sur le coup, OK, parfait, je dépose cette information. En même temps, c'est la première fois que je vais vivre ça, moi, une séparation conjugale, Mhm. une séparation de mes parents. Mais peut-être que le petit Mathis de la garderie, par exemple, je l'ai vu pleurer parce que maman, papa étaient séparés. Fait que peut-être que je vais avoir une référence, mais peut-être que j'en aurai pas non plus. Fait que ça se peut que jusqu'à ce que je vive les premiers impacts de la séparation, que ce soit un long fleuve tranquille, Ouais. mais ça n'empêchera pas l'importance de le nommer avant. Parce qu'on Ouais. ne voudrait pas que l'enfant l'apprenne par quelqu'un d'autre. Non, puis tu sais, je pense aussi qu'il y a une évolution dans les émotions que l'enfant va vivre. Tu sais, par exemple, même un enfant qui serait plus vieux, un enfant d'âge scolaire, par exemple, pour qui l'abstrait est un petit peu plus facile à conceptualiser. Nos 7 ans et plus, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais mettons qu'on annonce à nos 7, 8, 9 ans là, que papa et maman ne sont plus amoureux. Puis là, ben, on vend la maison, mais là, on va habiter encore dans la maison en ce moment, tu sais, jusqu'à temps qu'on soit prêt à se trouver chacun un nouveau petit nid là, pour aller habiter. Ben, ça se peut que là, à ce moment-là, l'émotion que l'enfant expérimente, ça sera pas le deuil, tu sais, la tristesse par rapport à la Hmm, famille nucléaire qu'il y avait. hmm.
ça ne sera pas nécessairement ça qu'ils vont vivre parce que là, ils ont leurs deux parents, mais peut-être que là, ça va plus être justement de l'anxiété, des préoccupations, des questionnements, qu'il va avoir besoin d'être sécurisé par rapport à ce qui s'en vient, qu'il y a besoin de prévisibilité. Peut-être que là, on va plus être là-dedans. Puis qu'à partir du moment où là, les parents vont partir chacun de leur bord, que là, la garde partagée va commencer, bien là, l'enfant va avoir le reality check qui va y péter dans la face. Là, il va prendre conscience qu'il ne peut pas changer la situation. Là, c'est fait. Là, c'est fini. C'est ça, sa vie à cette heure. Puis là, il va falloir qu'il s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Puis pour pouvoir s'adapter, puis trouver sa résilience par rapport à cet événement-là qui fait pas son affaire pantoute, qui est douloureux, puis que lui, il aimerait ça aller trouver une machine à remonter le temps pour changer la situation, là, bien, il va falloir qu'il apprenne à accéder à sa tristesse. Parce que c'est uniquement par sa tristesse qu'il va accéder à cette résilience-là. C'est la tristesse, c'est la clé dans un processus d'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Que ce soit pour une séparation, que ce soit parce que la grand-mère est morte, que ce soit parce que ses amis ne veulent plus jouer avec lui, parce que sa mère ne veut pas lui donner un popsicle pour déjeuner, peu importe la source de frustration, si l'enfant ne peut pas changer la situation, ben, la clé réside dans les larmes de tristesse. C'est pour ça que c'est full important d'accueillir l'émotion de nos enfants, de leur donner le droit de pleurer, comme je disais tantôt, de leur donner sur un plateau d'argent l'occasion d'embrayer une shot. C'est important. Là. Parce qu'effectivement, dans le fond, c'est là où est-ce qu'on va libérer. Et plus je libère ce qui est en moi, bien, plus je peux faire de la place à autre chose. Mais si ça reste là, c'est qu'une année, il n'y a plus de place. Fait que je m'oppose, fait que j'ai des comportements problématiques. C'est ça, ça pop en comportement, inévitablement. Exactement. Puis là, bien, on va se mettre à imaginer plein d'affaires, mais où on va intervenir d'une manière qui sera peut-être plus ou moins adaptée aux besoins en arrière s'il y a de la peine. Puis des fois, cette peine-là, bien, elle revient. Hein, dans le fond, elle revient quand tu as un nouveau conjoint, par exemple, ou s'il faut il y a comme la première année de la séparation, puis des fois jusqu'à la deuxième, on a plusieurs opportunités de vivre de la tristesse. Ah oui, c'est ça, c'est pas linéaire dans le temps, cette affaire-là. Là. L'enfant peut s'adapter au fait justement que là, c'est beau, OK, on est en garde partagée, papa et maman, ils n'habitent plus dans la même maison, mais après ça, chaque nouvelle petite affaire, ça va demander une adaptation. C'est un gros challenge. J'ai envie de donner un petit exemple. En fait, j'ai une famille que j'accompagne, deux jeunes garçons, puis âge scolaire, puis l'autre secondaire. Les deux parents sont séparés depuis un bon moment quand même, puis les deux ont refait leur vie, OK, dans le fond, puis maman a eu un nouveau bébé. Et depuis que le nouveau bébé est là, le plus petit réagit énormément dans la tristesse parce qu'il réalise à nouveau que lui, il doit changer de maison. Et que son petit frère, lui, il reste tout le temps dans la même maison. Parce que maman et son nouveau conjoint, ils ont un nouveau bébé, puis les autres ne sont pas séparés. Puis ça fait rusher maman. Puis ça fait rusher par la bande papa, parce qu'il y a des rebounds de ça, lui, l'autre bord. Ben oui. Puis il est beaucoup dans le questionnement. En même temps, c'est qu'il le verbalise, par exemple. Il nomme, il a nommé, il est beaucoup dans sa tête, par exemple. Là, fait que, on l'amène à fou. Il l'amène les parents à se connecter justement à son petit cœur, finalement. Mais c'est pas facile à comprendre pour eux autres. Puis dépendamment de ce qu'on vit, ben ça peut réactiver des choses. Puis c'est pas contre vous, les parents. Non, c'est ça. C'est ça. On l'a dit tantôt, ça pop en comportement, ça. Il y a une autrice qui a dit la citation que j'adore. Elle dit
la colère, c'est le bodyguard de la tristesse. Fait que quand on voit notre enfant qui est plus dans la résistance, dans l'opposition, dans la provocation, qui bardasse, qui boude, ça, c'est son armure qui est activée, c'est son bodyguard. C'est ça qu'il faut tasser. Et quand on voit que notre enfant il est comme ça, il faut voir au-delà du comportement. Il ne faut pas voir ça comme des attaques personnelles. Il ne faut pas voir ça contre ça. Il faut dire, oh, là, ses défenses sont activées, puis il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour accéder à sa tristesse parce que visiblement, là, il est en train de protéger sa vulnérabilité. C'est trop difficile pour lui de vivre cette émotion-là, c'est trop douloureux. Fait qu'il a besoin d'aide. Et pour être capable de vivre une émotion de vulnérabilité, il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir accueilli. Si, comme tu dis tantôt, tantôt tu disais, si on élève nos enfants, on leur disait, hey, non, là, ça va faire le broyage, là, va-t'en dans ta chambre, tu reviendras quand tu auras fini de brailler. Ou, hey, non, là, t'es grands garçons, là, les grands garçons, ça ne pleure pas. Ou, quand on entend ou même, bravo, tu n'as pas pleuré ce matin. Ça, c'est des messages qui envoient. C'est vrai, hein? On en voit que pleurer, c'est inadéquat. Puis l'enfant ne veut pas être inadéquat. Il veut être un bon petit enfant. Fait qu'il va tout faire pour ne pas être inadéquat. Fait que si pleurer, c'est être inadéquat, il va tout faire pour ne pas pleurer. Sauf qu'on se rappelle, on l'a dit tantôt, pleurer, la tristesse, là, c'est la clé de la résolution. C'est la clé. C'est la clé. Il faut qu'il pleure. Fait que quand vous voyez votre enfant qui est dans la résistance, que là, il a son armure d'activer, c'est là qu'il faut lui donner accès à sa tristesse. C'est la seule façon, c'est tout. Et est-ce que, justement, en fait, là, j'ai comme plein de questions de parents dans ma tête, mais Sarah, s'il pleure trop, une année, il va être en dépression? Oh, non. Dans le fond, je vais te faire le modèle de résolution de la frustration de Neufeld, OK? Parce que je trouve que c'est visuellement, c'est facile à conceptualiser, puis je trouve que c'est super, super simplifié. Imagine un rond-point, un carrefour giratoire là, sur la route. Quand on vit une frustration, c'est comme si on rentrait dans ce rond-point-là. Il y a 3 sorties possibles à ce rond-point-là. La sortie numéro 1, c'est la sortie du changement. Genre, je ne suis pas heureuse dans mon couple, change mon couple. Ça a réglé le problème. Je ne suis pas heureuse dans ma job, change de job, ça règle le problème. J'ai plus ma frustration. Mon enfant veut un popsicle pour déjeuner, j'y donne son popsicle pour déjeuner, ça a réglé le problème. Il est plus frustré. Mais on s'entend que notre job de parent, souvent, c'est de bloquer la sortie numéro 1. On ne peut pas la prendre. Puis quand on fait ça, c'est qu'on prépare notre enfant à toutes les situations qu'il ne pourra pas changer dans la vie. Comme je vous disais tantôt, d'être refusé au programme de sport-études, les parents qui se séparent, la grand-mère qui meurt, le chum qui te laisse, les amis qui ne veulent plus de toi. Tu sais, toutes ces affaires-là, il y en a plein de situations dans la vie où on ne peut pas prendre la sortie numéro 1. On ne peut pas changer la situation. Ce qui fait qu'il nous reste 2 options. Il nous reste la sortie numéro 2 puis la sortie numéro 3. La sortie numéro 2, c'est elle, la sortie qu'on veut prendre. C'est elle, la sortie qui est adaptative. C'est la sortie qui nous amène à la résilience, puis c'est la sortie de la tristesse. Sauf que il y a certains enfants, beaucoup d'adultes qui ont un barrage à cette sortie-là. Pour une raison X, Y, Z, là, il y a un barrage qui s'est créé là, puis souvent, c'est à cause de l'éducation qu'on a reçue ou des messages que la société envoie que pleurer, c'est faible, pleurer, c'est pour les bébés. Et ça, depuis des milliers d'années, là. C'est ça, t'es trop émotif parce que tu pleures, patati patata. Fait que ce qui arrive, quand on a un barrage à cette sortie-là, puis qu'on a notre armure là, qui nous protège de notre tristesse, on va passer tout droit à la sortie numéro 2. Donc, on va passer tout droit à la sortie qui mène à la résilience puis à l'adaptation. Puis, il va nous rester juste la sortie numéro 3. Puis, cette sortie-là, c'est l'agression. Puis là, quand je dis agression, c'est pas nécessairement d'aller péter la gueule à quelqu'un, là, mais ça peut être d'avoir du ressentiment. Des crises de colère, des comportements autodestructeurs chez un adulte, là, de parler en mal de l'ex, de donner de la merde à l'ex, la consommation.
la consommation, d'arrêter de s'occuper de soi. Tu sais, mettons quelqu'un qui perd sa job, là, puis qui n'est pas capable justement d'accéder à la sortie numéro 2, d'accéder à sa tristesse, puis que là, il se laisse aller, s'occupe plus de lui. Peut-être, ben, c'est là qu'apparaissent les comportements dépressifs. C'est là que ça. Tu sais, il y a des. Les gens pensent à tort que pleurer, c'est faible, là. Mais c'est qui est le plus faible entre. pense à ça, là. La personne qui va en brailler une shot, là, qui va pleurer sa rupture, qui va pleurer sa perte d'emploi, puis qu'après, il va se retrousser les manches parce que, gars, il a accueilli l'émotion, il l'a vécu, ça a traversé son corps, c'est sorti, merci, bonsoir. Là, il est capable de s'adapter, puis de passer à autre chose, puis de continuer à vivre, puis de s'adapter à n'importe quoi. Mais celui qui ne se permet pas de pleurer, ben, c'est lui qui va sombrer dans des comportements autodestructeurs. Puis c'est lui qui va avoir de la misère à s'adapter à toutes les embûches que la vie va lui envoyer. Fait que la personne qui pleure, non, elle n'est pas faible, elle est plus forte en fait. C'est elle qui s'adapte, c'est elle qui se retrousse les manches, c'est elle qui se relève, puis qui continue à avancer, puis qui évolue à chaque fois. Sarah, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau ce que tu dis. Pleure! Oh mon Dieu! Je bois de tes paroles. Oh, c'est tellement beau. J'espère que vous allez écouter. Mettez ça sur le repeat, OK? Ce petit bout-là. Là, de toute façon, vous avez mes chapitres. Hein? Il y a les chapitres dans chacun des épisodes. Fait que lui, là, hey, écoute donc ça. Écoute ça. Écoute juste le 4 minutes, là. Juste ça. Ça va être ça, coche. Oh. Mais tellement, puis t'as passé pendant 2 secondes d'écart, puis je vais revenir sur ça. Le parent, là, quand vous êtes donc bien fru après votre ex, après, il y a un deuil qui n'est pas fait. Un deuil, pour faire un deuil, il faut que je le pleure. Là, je suis bloquée à l'étape de la colère, du déni, de tout ce que tu veux. Je n'ai pas fait le bout de la peine. C'est important. Ouais. C'est important de se... Oui, mais pleure-les donc pas, ton ex. Hein? Nos amis aussi sont... C'est ça! C'est ça! Quand ta chum de fille a dit « Hey, pleure pas pour lui, c'était un tas de merde, là, t'es bien mieux sans lui. » Non! Avec tout ce qu'il t'a fait, il a été violent, t'as été... Regarde, elle, là, c'était une ci, c'était une ça. Elle t'a tellement manipulée, elle t'a tellement tout pris. Puis, j'ai de la peine. Pleure-la, ta relation. Ouais. C'est pas ça que tu voulais. C'est pas ça que tu voulais. Toi, tu voulais une relation. Tu voulais une relation saine avec cette personne-là. C'est ça que tu voulais. Puis c'est pas ça que tu as eu. Puis c'est ça qui te fait de la peine. Fait que c'est ça qui est important d'adresser. Puis c'est ça qu'on voit qui est le problème dans notre société en ce moment. Faites juste penser à Will Smith, là, aux Oscars, le mois passé, ou en tout cas. Elle me demandait où tu allais, là. J'étais comme... Lui, bon, il est rentré, là, il est rentré dans le rond-point de la frustration. Il n'a pas pu prendre la sortie numéro 1. Il n'a pas pu changer la joke qui avait été faite sur sa femme. Puis deep down, là, ça l'a blessé. Ça lui a fait de la peine que sa femme soit humiliée sur la place publique. Mais lui, il n'a pas été capable d'accéder à sa tristesse parce que c'est un gars, c'est un macho, les gars, ça broye pas, Ça a résulté en agression. Sortie numéro 3. Il a passé tout droit, lui, à la sortie numéro 2. Elle doit être bien barrée. Là. Il y a les cols bleus qui sont là depuis bien longtemps, là, puis qui ont fait un gros trou devant cette sortie-là, puis elle n'est pas accessible pantoute. Fait que ça, c'est un défi pour beaucoup de parents qu'on a en suivi, Cynthia. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais les parents qu'on a en suivi présentement sont d'une génération qui ont été élevés à coups de « Ben voyons donc, pourquoi tu broyes? Va-t'en dans ta chambre, arrête de broyer. » On s'est fait dire over and over and over que pleurer, c'est pas correct. Fait qu'on on a beaucoup d'adultes de notre génération ont un gros barrage. Ils ont des comptes jaunes-orange devant la sortie numéro 2, puis ils ont de la misère à accéder à leur tristesse. Donc, ils ont de la misère à s'adapter. Absolument. Puis, tu sais, j'accompagne, moi, des hauts niveaux de conflits de séparation. En plus, souvent, dans le fond, fait des gens qui se chicanent beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis qu'ils sont séparés. Puis, les deuils non résolus, c'est ce que je vois énormément. Tu sais, que on ne veut pas toucher à la peine. Ben non, je ne veux plus qu'il y ait du contrôle sur moi. Fait que si j'ai de la peine, c'est comme si que ça voulait dire qu'il y avait je donne du pouvoir. Attends un petit peu, là. On est mélangé ici, là. C'est le contraire qui se passe. Parce que tant aussi longtemps que tu ne pleures pas et que tu ne vis pas ta peine,
tu vas être dans le contrôle. Tu vas tellement augmenter, puis c'est là que tu vas te garrocher dans plein d'affaires. Hein. Je vais aller chercher à la garde, je vais garder le divan, je vais vouloir parce que ça va comme essayer de me permettre de me contenir. Sauf que tu as besoin d'un contenant sécurisant à côté de toi qui va te permettre de te déverser. Puis que tu vas pouvoir, après ça, te libérer. Puis que là, soudainement, là, ben, le divan, il n'est pas si important. Puis c'est correct. Non, c'est ça. Si, mettons, le petit, il va un peu plus chez toi que chez moi, on s'en fout. Ça se passe bien. C'est ça qui est important. Puis au début, quand je vais reprendre tes termes, quand on prend la traque numéro 2, mais elle est malaisante. On ne la connaît pas. Si je ne la connais pas, si je ne l'ai pas beaucoup visitée dans ma vie, bien, je trouve ça paniquant, puis ça me fait peur. Fait que là, ça se peut que ça soit plus long. Parce que, est-ce que je vais vraiment laisser comme, je vais vraiment ouvrir la valve du barrage au complet ou je le referme? Je le referme. Mais plus je vais l'apprivoiser, plus cette valve-là, elle va s'ouvrir, elle va descendre. Je sais qu'il n'y a pas de danger là. Puis après ça, je sais que je vais faire confiance à l'expérience de l'émotion qui est dite désagréable, mais elle n'est pas dangereuse et elle va m'amener de la clarté par la suite parce qu'il n'y aura plus le brouillard. Fait que c'est là que je veux aller. Mais pour ça, il faut que je traverse. Il faut que je la laisse couler, cette eau-là. Oui. Faut accueillir cet inconfort-là. On s'entend, là, nos émotions de vulnérabilité sont pas le fun. C'est pas le fun, la tristesse. C'est pas le fun pantoute. Mais non. C'est pas une partie de plaisir, c'est désagréable. Puis encore plus pour quelqu'un qui s'est toujours fait dire que c'était inadéquat. Parce que là, non seulement c'est pas le fun, mais tu te sens comme de la merde parce que tu la vis. Puis là, tu te dis, voyons, là, je me sens de même, mais j'ai pas d'affaire à me sentir comme ça. Je suis en train d'être faible, je suis en train de sombrer, je suis en train de. Là, je deviens une proie. Ça devient comme un tourbillon là, de marde. Mais c'est ça, c'est se rappeler qu'une émotion en soi, ce n'est pas dangereux. C'est pas dangereux, nos émotions, aussi désagréables soient-elles, elle n'est pas dangereuse. Puis la tristesse, c'est la seule et unique manière qu'on peut accéder à l'adaptation. Puis tu sais, nos enfants, si on veut qu'ils s'adaptent à ça, bien, il faut qu'ils aient accès à leur tristesse. Mais pour que nous, on soit capable de les coacher, il faut que nous-mêmes, on soit confortables avec ce concept-là de tristesse. Si nous, on n'est pas confortable avec la tristesse, ben, on va avoir bien de la misère à accueillir celle de nos enfants. Puis on risque de tomber dans le piège de vouloir y changer les idées à tout prix ou essayer de trouver des solutions, puis essayer de, tu sais, de te convaincre, de te convaincre que ça va être le fun, de te convaincre que tu vas avoir 2 maisons, 2 cadeaux, 2 Noël. Ouais, mais non. C'est ça. Non, c'est plate, mon amour, c'est pas ça que tu voulais. Hein? Toi, tu aurais voulu que maman et papa restent ensemble. C'est tout. C'est ça. Puis nous non plus. Puis nous non plus, c'est pas ça qu'on aurait souhaité. En fait, ça aurait été, on aurait voulu que ce soit différent aussi. Puis c'est là aussi, justement, où est-ce que, comme parent, mais c'est correct de montrer à votre enfant que vous avez des émotions. Je veux pas que ton enfant, par exemple, il te console. C'est pas sa job. Là, dans le fond, il faut pas aller jusque-là. Mais il a le droit d'avoir de l'empathie. Hein, dans le fond, c'est correct s'il y a de l'empathie, mais c'est correct qu'il voit et que parce que si tu lui dis que oui, c'est vrai que ça fait de la peine, mais que à aucun moment, il détecte que toi, tu as de la peine, mais ça peut devenir dissonant là, ici. Là, c'est important aussi que vous aussi, vous avez le droit de montrer vos émotions sans tomber dans le contenant que je parlais de tantôt. Ça ne peut pas être ton enfant. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que ça, ce n'est pas son rôle à lui. Là. Non. Puis c'est important d'être conscient que nos émotions sont épeurantes pour nos enfants, sont plus grandes que nature, sont plus grandes que lui. Puis ça peut être très, très insécurisant pour un enfant d'être témoin d'un trop-plein d'émotions d'un adulte. C'est pas une mauvaise chose en soi là, de montrer à notre enfant qu'on a des émotions, mais par contre, c'est
c'est important de garder en tête que ça peut être insécurisant. Donc, il faut sécuriser. Il faut dire, hey, là, mon amour, tu le vois, là, oh là, j'ai de la grosse peine. Moi aussi, j'aurais aimé ça, que ça se passe autrement. Moi aussi, ça me fait de la peine. Mais inquiète-toi pas, je suis encore ta maman, puis je m'occupe de toi. On va continuer à faire, tu sais, on va faire notre soirée comme prévu. Je vais aller faire ton souper, patate. On montre qu'on est quand même en charge, que notre enfant n'est pas laissé à lui-même parce que nous, on est envahi de notre émotion. C'est ça qui peut être insécurisant pour l'enfant. Exact. Tu as envoyé le message, je mets des mots, là, tu le vois bien que j'ai de la peine. Tu sais, imagine là, que tu es dans un avion, puis qu'il y a une zone de turbulence, puis que le pilote dit non, non, il n'y en a pas de zone de turbulence, je ne sais pas de quoi tu parles. Ben non, tu vas capoter. Oui, on te niaise-tu? C'est parce que je le sens qu'il y a des zones de turbulence, il ne va pas me dire qu'il n'y a pas de zone de turbulence. Je le vois, je le sens. Fait que c'est la même affaire. Ou à l'inverse, quand tu vois le pilote comme oh, il y a de la turbulence, ça va pas battre. Là, tu fais comment, mon Dieu, on n'arrivera jamais à bon port. Ben, c'est ça. Fait que, mais c'est pas ça qui se passe. Le pilote, même s'il traverse la zone de turbulence, il va dire on traverse une zone de turbulence, rejoignez vos sièges, attachez vos ceintures, on atterrit à San Francisco à 3h10 comme prévu. Et il maintient sa posture de leader, il est en charge. Puis c'est ça qui est sécurisant. Fait que quand on a une émotion, ben, c'est de le nommer. OK, oui, j'ai de la peine, mon amour. J'ai de la peine, mais on va atterrir à San Francisco à 3h10. Je suis encore en charge. Je vais faire le souper comme prévu. Je suis encore ta maman. Je m'occupe de toi. Inquiète-toi pas, ma chérie. Moi, je suis une adulte. Je suis capable de traverser mon émotion. Ça ne me fait pas peur. Ça, c'est sécurisant. Ou on va prendre un léger détour, puis on va quand même arriver. Fait qu'à soir, on va caler de la pizza. Mais je gère, c'est ça. Et demain, on reprendra, hein, dans le fond. C'est ça aussi, ça va être correct. Ouais. J'ai envie qu'on aille vers la fin en se demandant aussi, j'ai une question pour toi. Est-ce que je peux... les émotions, en fait, de mon enfant... Il y en a-tu qui ne sont pas corrects? Non. Toutes les émotions, ils ont une raison d'être sur le plan adaptatif de survie de l'espèce. Il n'y a rien qu'on vit qui n'a pas une raison d'être. Même les émotions les plus désagréables, puis même ceux qu'on aime le moins, genre la jalousie, là, on démonise tellement la jalousie, mais une raison d'être à la jalousie. Ça a un pouvoir de protecteur au niveau de notre survie d'espèce. Fait que non, il n'y en a pas d'émotions qui ne sont pas correctes. La seule chose qui peut ne pas être correcte, c'est de la manière de l'exprimer. Genre la colère. Là. La colère, si la colère n'existait pas, là, mais on ne serait pas là. On ne serait pas ici. On ne serait pas là. Puis même, là, c'est correct, là, on n'a plus besoin de la colère pour protéger nos ressources puis notre survie, mais on n'aurait pas le droit de vote, nous autres, les femmes, s'il n'y avait pas eu des femmes mauditement fâchées pour faire changer, pour faire valoir leur intégrité puis faire avancer la cause. La colère peut être mobilisatrice si elle est utilisée. Exactement. C'est qu'on peut avoir des émotions qui vont devenir destructeurs. Une émotion est destructrice, mais on peut aussi avoir des émotions qui sont mobilisatrices, qui sont vecteurs de changement, puis ils ont une fonction. Tu sais, c'est ça. Chaque émotion a une fonction, puis c'est de voir qu'est-ce que cette émotion-là sert à protéger chez notre enfant. Ce qui veut donc dire que, dans le fond, chaque émotion, elle est légitime. Je n'ai pas à la commenter, je n'ai pas à la juger. Elle est là, elle est brute. Une émotion, tu ne contrôles pas ça. Elle arrive que ça te tente ou pas. Oui. Non, je n'avais pas le temps, moi, de gérer cette tristesse-là matin. Non, mais je comprends. Ça, je peux t'entendre, tu sais, comme parent, je peux t'entendre. Mais elle est là. Ouais. Fait que ça se peut que tu ne l'accueilles peut-être pas comme tu aimerais donc bien à matin parce qu'il faut que tu partes à la garderie. Mais on peut lui donner un peu d'amour, puis on va continuer à lui donner de l'amour en disant ce soir, mais il va falloir que tu t'en occupes. Parce que si tu ne t'en occupes pas, bien, je contribue à ce qu'il y a la garde à l'intérieur de lui. Puis que j'entends que ben finalement, c'est peut-être pas mon parent qui va m'accompagner avec cette émotion-là. Fait que cette émotion-là, avec mon parent, je l'aurais pu. Oui. C'est pas ça qu'on veut. Exact. Puis même nous, comme parents, il faut qu'on accède à notre tristesse dans ce temps-là. Puis qu'on se donne le droit de dire tabarouette, c'était pas ça le matin que je voulais, moi.
J'avais pas le goût, moi, d'avoir la boue dans le toupette de même temps. Ben, c'est donc bien tough. C'est donc bien tough être parent puis travailler en même temps. Puis c'est donc bien dur de vivre ça. Puis quand on se dit ça, Mm. on s'auto-valide. On est en train de se dire, j'ai de la misère, j'ai de la boue dans le toupette, j'en arrache. Pas parce que je suis pas bonne, pas parce que mon enfant est pas correct, mais parce que c'est dur. That's it. Et là, ça ne veut pas dire que tu es une victime quand tu fais ça. Mhm. Si tu restes assis dans cette complainte-là, là, tu peux développer une attitude de victimisation parce que je vais rester là. Mais tantôt, tu as dit que après que j'ai accueilli cette peine-là, qu'est-ce que je fais? Je me relève les manches. Mhm. C'est là que je suis en train de mobiliser mes capacités d'adaptation, de pouvoir mettre ma résilience en marche, puis de faire comme OK, je Ouais, trouve ça dur, mais maintenant, ouais. il pleut dehors. C'est pas ça que je voulais, mais c'est ça qui se passe. Fait que je me retrouche les manches, je pogne le petit pot en poche de patate, puis puis j'accueille ce qui vient avec. Puis on embarque dans la voiture. C'est ça, c'est en plein ça. Tu auras Ouais. tout le temps le choix de dire, gars, il pleut dehors, je voulais pas qu'il pleut dehors, je voulais pas cette température-là aujourd'hui. Tu peux dire ça toute la journée si tu veux. Ou tu peux dire, hey, c'est plate, j'avais prévu, moi, de faire les plates-bandes, puis là, il pleut, c'est pas possible. Ah, bon. Mais qu'est-ce Mm. que je fais? Soit je me mets un imperméable, puis je m'en vais faire mes plates-bandes quand même, ou que je décide, ben, finalement, on va Ouais, faire autre chose, tu sais. C'est là où est-ce que j'ai comme, je vais m'adapter à cette ouais. situation-là. Fait que il faut faire attention, OK? Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, de m'amener, là, tout le temps, comme accueillir nos émotions, là, ça, c'est comme d'être une victime. Non, 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 non. Attends un petit peu, il y a une grande nuance entre accueillir son émotion puis aller chercher la résilience Mhm. en arrière de ça, puis sa capacité adaptative, puis de tomber dans la victimisation. Hein? C'est vraiment comme une très, 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 très grande nuance entre les deux. Ouais, vraiment. Hey, des émotions, hein? Dans tout. Hey, mais tu sais, les émotions, c'est tellement important. Il y a plein de petits moments où est-ce que j'en Mhm. parle, tu sais, comme on en parle souvent dans mon podcast, tu sais, mais là, je suis tellement heureuse, Sarah, parce que on a parlé pendant 1 heure des émotions, puis on aurait pu en parler encore. Oui, ben oui, c'est ça. Parce que c'est dans tout. Dans tout, tout, tout. C'est ça qui dirige nos actions. Tout ce qu'on fait, on le fait en réponse à une émotion. Fait que Tellement. c'est ça. Il y a des parents, des fois, qui vont me dire, comme à une intervention, puis ils vont dire, ah non, là, tu ne vas pas me dire encore que c'est faut que j'accueille les émotions. Ouais. Ouais, ben, va falloir s'habituer. Parce que... C'est ça. Mais parce que comme parents, des fois, on a comme l'impression on dirait qu'on ne fait rien quand on fait ça. Mhm. Hey, accueillir une crise de colère, là, y a-t-il quelque chose de moins non. Moi, je n'ai pas l'impression que je fais rien quand je fais ça parce que je respire, Mhm. je me parle, dépendamment, j'accueille, je la Ouais. colle. Je n'ai pas l'impression que je fais rien, mais pas pantoute. Non, Je c'est ça. regarde aussi vous ne faites pas rien, au contraire. Et mon Dieu Seigneur. Puis plus vite tu vas te connecter sur à quel point que il y a donc bien besoin d'être accompagné, il y a donc bien besoin d'être sécurisé, il y a besoin de moi, il y a juste besoin. Plus je vais l'aimer dans sa crise, plus je vais me connecter à ça, plus mon propre cerveau limbique à moi va se connecter à son cerveau limbique, plus la crise elle va se descendre plus vite. Ouais. Parce que tu vas sentir, tu vas sécréter les hormones Mhm. de l'amour et tu vas tomber en symbiose, ça va devenir apaisant. Comme quand ta chum de fille, elle te prend dans ses bras quand tu viens d'y annoncer que le beau Fred il est parti. Elle a besoin de rien dire, ta chum. Elle fait juste te coller, puis toi, tu brailles. Ouais. C'est ça. Puis ça te fait donc bien du bien. Ouais. Fait qu'il faut être ça pour nos petits poux. Exactement. C'est en plein ça. Merci, Sarah. Ben, merci à toi. C'était un plaisir. C'était vraiment, vraiment génial de te recevoir. Alors, c'est ce qui termine la saison de podcast. Je vous remercie. Je vais mettre toutes, en fait, les informations de Sarah, son Instagram, ses réseaux sociaux, les manières de pouvoir la rejoindre vont être dans la description du podcast de cette semaine. Ce que je veux vous dire, petite pause de 2 semaines et ensuite, pour la période estivale, en fait,
nous allons avoir ça va être des mini-podcasts. Donc, je vais avoir en fait des mini-capsules, tout simplement, en fait, qui vont être basées sur des phrases entendues par des parents, par des enfants. Et donc, ça va être des petites affaires légères qui s'écoutent bien en mangeant un popsicle, en tondant la pelouse, en préparant le punch. Alors, voilà, ça me fait plaisir. Puis la saison régulière va reprendre à l'automne. Alors, sur ce, bonne semaine et merci encore, Sarah, d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bye bye, bonne semaine. Wow! Quel dernier épisode on vient de vivre. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai adoré. J'ai trouvé Sarah extrêmement généreuse et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous la faire découvrir. Alors, on a discuté ensemble de l'importance d'accueillir les émotions de nos enfants, de les accompagner dans ces tempêtes émotionnelles, de nous-mêmes être le pilote à bord de l'avion de la vie de notre enfant, l'aider à surmonter l'adversité pour pouvoir développer de la résilience. C'était extrêmement pertinent. Alors, comme je l'ai dit, on prend une pause et on se retrouve dans 2 semaines pour les mini-capsules J'ai entendu dire, qui seront des petites capsules où est-ce que je réponds à des questions ou que je ramène des citations entendues par des enfants, un membre de la famille, un parent, un grand-parent, un membre d'entourage. Ce sera tout en légèreté, absolument parfait pour la période estivale. À bientôt! Bye bye!